Mes frères et sœurs ont insisté pour que je rencontre elle, homme parfait, disant que J avait besoin de quelqu'un de spécial dans ma vie. Après quelques mois ensemble, le prince charmant a vidé mon compte en banque et a dépensé 100 000 $ sur ma carte de crédit. C'est bien fait pour toi d'avoir fait confiance à des inconnus, ont dit mes frères et sœurs jusqu'à ce qu'ils voient les menottes. Je m'appelle Anna et j'ai 32 ans. Le bruit des menottes se refermant sur les poignets de ma sœur Émilie résonne encore dans ma tête 3 heures plus tard. Le métal était froid, impitoyable, tout comme le regard qu'elle m'a lancé alors que l'officier lui lisait ses droits. Ses larmes sont arrivées bien trop tard. D'où regardez-vous aujourd'hui? Indiquez votre localisation dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur le bouton j'aime et s'abonner si vous vous êtes déjà senti trahi par votre propre famille. Vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. Laissez-moi vous ramener là où ce cauchemar a vraiment commencé, car la fraude qui a failli détruire ma vie a commencé bien avant que Daniel ne touche à mon compte en banque. Ça a commencé avec le succès. Mon succès. Et apparemment, c'était ma plus grosse erreur. Quand j'ai acheté mon appartement à Manhattan l'automne dernier, je pensais que ma famille serait fière. Un 2 pièces, appartement d'angle, vue sur la rivière, payé comptant. Le genre d'endroit pour lequel on travaille 15 heures par jour. Le genre de réussite qui aurait dû mériter une célébration. Au lieu de cela, j'ai eu droit à des sourires étranges et des silences inconfortables lors du dîner de famille où j'ai annoncé la nouvelle. Mon frère Michael a à peine parlé ce soir-là. Il n'arrêtait pas de se promener dans mon salon, touchant les surfaces comme s'il les expertisait, sa mâchoire se crispant à chaque détail coûteux qu'il remarquait. Les comptoirs en marbre importé, les parquets en bois franc, l'éclairage sur mesure, tout ce que j'avais soigneusement choisi et pour lequel j'avais économisé. Émilie était différente. Elle me rendait visite constamment après ça, toujours avec des compliments élaborés sur mon petit chez moi. Elle passait ses doigts sur mes meubles, posant des questions pointues sur les prix et les méthodes de paiement. Tu dois si bien t'en sortir, disait-elle avec ce sourire qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. La vérité, c'est que je ne me vantais pas. Je n'ai jamais été de ce genre. Cet appartement n'était que le résultat naturel d'années d'investissement intelligent, de choix de carrière stratégique et d'un mode de vie en deçà de mes moyens pendant que je développais mon cabinet de conseil financier. Mais d'une manière ou d'une autre, mon succès est devenu leur problème. Michael a cessé de répondre à mes appels aussi fréquemment. Les visites d'Émilie sont devenues des interrogatoires déguisés en moments entre sœurs. Les réunions de famille se sont transformées en compétitions subtiles où mes réussites étaient soit minimisées, soit complètement ignorées. Je me souviens avoir pensé à quel point il était étrange que les personnes qui auraient dû être les plus heureuses pour moi semblaient les plus mal à l'aise avec mes progrès. Je n'avais aucune idée qu'ils planifiaient déjà leur solution. Le premier signe de problème est apparu lors du dîner d'anniversaire d'Émilie en juin. Michael n'arrêtait pas de regarder son téléphone, distrait et agité. Quand Émilie l'a interrogé sur son entreprise de rénovation de restaurant, son visage s'est assombri. Le marché est tendu en ce moment, a-t-il marmonné. Certains projets sont tombés à l'eau. Émilie a hoché la tête avec sympathie, mais j'ai surpris le regard qu'ils ont échangé. Il a duré peut-être 2 secondes, mais il portait le poids de secrets partagés et d'une compréhension mutuelle. Ils avaient des ennuis financiers, et ils me regardaient comme si j'étais la réponse. La demande d'argent a commencé modestement et de manière apparemment innocente. Michael avait besoin d'un prêt pour des réparations d'équipement, juste 5 000 $. Il le rembourserait dans le mois. Le client freelance d'Émilie en design graphique était en retard de paiement. Pourrais-je couvrir son loyer jusqu'à ce que le chèque arrive? J'ai dit oui les 2 fois. La famille est de la famille, n'est-ce pas? C'est ce qu'on m'avait appris à croire. Mais le remboursement n'est jamais venu. Le prêt pour l'équipement de Michael est devenu une opportunité d'investissement commercial qui avait juste besoin d'un peu plus de capital. L'aide au loyer d'Émilie est devenue un schéma d'urgence mensuel qui semblait toujours coïncider avec les échéances de son hypothèque. 6 mois plus tard, je leur avais prêté près de 40 000 $ au total. Pas un centime n'avait été remboursé. Quand j'ai finalement abordé la question de la dette croissante lors d'un barbecue familial, mes 2 frères et sœurs m'ont regardé comme si j'avais commis une faute sociale impardonnable. Waouh, Anna, a dit Émilie assez fort pour que nos parents l'entendent. Je ne savais pas que tu tenais un compte si détaillé des faveurs familiales. Michael a hoché la tête gravement. L'argent change vraiment les gens, n'est-ce pas? Nos parents se sont immédiatement rangés de leur côté.
Maman m'a prise à part pour me sermonner sur l'importance de la loyauté familiale. Papa a suggéré que j'étais inutilement mercantile à propos de ce qui devrait être une simple générosité entre frères et sœurs. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire des mois plus tôt. J'ai calculé exactement combien je leur avais donné par rapport à combien ils avaient contribué aux dépenses familiales, aux cadeaux ou aux urgences au cours des 5 dernières années. Les chiffres étaient stupéfiants. J'avais couvert les réparations de la voiture d'Emily, les échecs commerciaux de Michael, les fêtes d'anniversaire de leurs 2 enfants et d'innombrables dîners de famille où je finissais toujours par payer l'addition. Pendant ce temps, ils n'avaient contribué à absolument rien pour la célébration de l'anniversaire de nos parents, les dîners de Thanksgiving, ou même les cadeaux de Noël pour les enfants de l'autre. J'étais la banque de la famille, et ils me traitaient comme un distributeur automatique sans limite de retrait. Quand je leur ai dit poliment mais fermement que je ne prêterais plus d'argent, leurs réactions ont révélé tout ce que j'avais besoin de savoir sur nos relations. Emily m'a accusé d'abandonner la famille pendant leurs heures les plus sombres. Michael a suggéré que j'étais devenue froide et calculatrice depuis que j'avais de l'argent. Aucun des deux ne s'est excusé de m'avoir exploité. Aucun des deux n'a proposé de calendrier de remboursement. Ils ont juste fait comprendre que fixer des limites financières faisait de moi la méchante de leur histoire. Je me souviens avoir pensé ce soir-là à quel point il était épuisant d'aimer des gens qui ne semblaient me valoriser que pour ce que je pouvais fournir. Mais je n'avais aucune idée que leur déception face à mes nouvelles limites allait motiver quelque chose de bien pire que des culpabilisations et des drames familiaux. Ils étaient sur le point de passer de prendre mon argent à le voler. Avez-vous déjà vécu ce moment où vous réalisez que votre propre famille vous voit plus comme une ressource que comme une personne? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Le changement de comportement de mes frères et sœurs après que j'ai coupé le robinet financier a été immédiat et troublant. Là où ils avaient autrefois fait des efforts symboliques pour une interaction familiale normale, chaque conversation ressemblait désormais à une négociation. Chaque réunion de famille devenait une occasion pour eux de faire des commentaires passifs-agressifs sur ma nouvelle attitude. Michael a commencé à faire des remarques pointues sur la façon dont le succès m'avait changé, comment j'avais perdu le contact avec ceux qui comptaient vraiment. Emily soupirait de façon dramatique chaque fois que l'argent était mentionné dans n'importe quel contexte, comme si ma seule présence était un rappel de ses difficultés financières. Mais la partie la plus dérangeante était la façon dont ils ont commencé à travailler ensemble. Michael et Emily n'avaient jamais été particulièrement proches auparavant. Des personnalités différentes, des intérêts différents, des parcours de vie différents. Soudain, ils avaient des conversations à voix basse lors des dîners de famille, échangeant des regards entendus, présentant un front uni contre ce qu'ils considéraient apparemment comme mon égoïsme. J'ai découvert plus tard que c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à discuter sérieusement de mesures plus drastiques. La dynamique familiale est devenue toxique. Nos parents, influencés par les plaintes constantes de Michael et Emily sur ma froideur, ont commencé à me traiter différemment aussi. Maman faisait des commentaires sur le fait que l'argent ne pouvait pas acheter le bonheur, clairement dirigés contre moi. Papa a commencé à louer la résilience de Michael et Emily face à leurs défis financiers, avec l'implication évidente qu'ils étaient plus nobles de lutter que moi de réussir. Noël cette année-là a été particulièrement brutal. J'avais préparé des cadeaux attentionnés et coûteux pour tout le monde, tandis que Michael et Emily sont arrivés avec des achats de dernière minute manifestement faits dans un magasin discount. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est moi qui me suis fait sermonner sur la vraie signification des fêtes quand je n'ai pas fait l'éloge enthousiaste de leur carte cadeau générique. Emily a tenu à remercier bruyamment Michael pour son cadeau significatif, un cadre photo en bois qui avait encore l'étiquette de promotion, tout en reconnaissant à peine la séance de photographie professionnelle que j'avais organisée et payée pour mettre à jour son portfolio professionnel. Ce soir-là, j'ai entendu Emily au téléphone avec quelqu'un, bien que je n'ai pas pu comprendre toute la conversation à travers la porte de la salle de bain. Mais j'ai attrapé assez de fragments pour comprendre qu'elle discutait de moi, de mon appartement et de quelque chose à propos de me donner une leçon. J'aurais dû prêter plus d'attention à cet appel téléphonique. J'aurais dû faire confiance à mon instinct sur la façon dont il s'était comporté. Mais je fonctionnais encore sous l'hypothèse que le dysfonctionnement familial avait des limites, que les liens du sang venaient avec certaines protections tacites. J'avais tort à ce sujet. Spectaculairement tort. Parce que pendant que j'essayais de maintenir des relations avec des gens qui semblaient de plus en plus en vouloir à mon existence même, ils planifiaient déjà le genre de trahison qui ferait paraître leur égoïsme précédent comme une rivalité fraternelle inoffensive. Ils n'étaient plus seulement en colère à propos de l'argent. Ils voulaient me détruire pour avoir eu l'audace de réussir sans leur permission.
Le plan qu'ils ont finalement exécuté était brillant dans sa simplicité et dévastateur dans son exécution. J'ai reconstitué toute l'étendue de leur conspiration seulement après que tout s'est effondré, grâce aux interrogatoires de police, aux messages textes récupérés et à la confession éventuelle de Daniel. Tout a commencé quand Emily s'est souvenue d'une ancienne connaissance de son bref passage dans une entreprise de logistique 3 ans plus tôt. Daniel Morrison avait été superviseur là-bas, charmant et compétent, jusqu'à ce qu'il soit discrètement licencié suite à des soupçons de vol de stock. Rien n'a jamais été prouvé. Aucune accusation n'a été portée, mais il avait été mis sur liste noire pour des postes similaires. Depuis lors, Daniel survivait grâce à ce que les détectives qualifieraient plus tard de fraude à la consommation sophistiquée. Escroquerie aux achats en ligne, usurpation d'identité, manipulation de cartes de crédit. Il était doué pour lire les gens, encore meilleur pour les manipuler et excellent pour disparaître quand les choses se compliquaient. Emily l'a contacté en janvier, quelques semaines seulement après que mon cadeau de Noël lui ait rappelé à quel point le fossé entre nos situations financières s'était creusé. Son contact initial était censé être innocent, juste prendre des nouvelles d'un ancien collègue, mais leur conversation s'est rapidement tournée vers mon succès, mon appartement, ma richesse apparente. Daniel était intéressé, très intéressé. La proposition sur laquelle ils se sont finalement mis d'accord était élégante. Daniel me séduirait, obtiendrait l'accès à mes informations financières et extrairait autant d'argent que possible avant de disparaître. Les profits seraient partagés en 3. Emily, Michael et Daniel, chacun prenant une part. Le rôle de Michael était crucial. En tant que mon frère, il pouvait se porter garant du caractère de Daniel, faciliter les présentations et fournir le genre de crédibilité familiale qui abaisserait mes défenses naturelles. Emily s'occuperait de l'ingénierie sociale, s'assurant que j'étais émotionnellement vulnérable et prête pour une relation. Ils ont passé des semaines à façonner le personnage de Daniel. Il ne pouvait pas paraître trop riche. Cela me rendrait méfiante. Mais il ne pouvait pas non plus paraître désespéré. J'étais trop intelligente pour tomber dans le piège d'une manipulation financière évidente. Il devait être assez prospère pour être attirant, assez stable pour être digne de confiance, mais pas si impressionnant qu'il éclipserait mes propres réalisations. Ils se sont mis d'accord sur un ingénieur conseil, récemment installé à New York pour le travail, divorcé, sans enfant, financièrement stable, mais pas ostentatoire. Le genre d'homme qui apprécierait mon succès sans en être menacé. Quelqu'un qui s'intégrerait naturellement dans mon monde professionnel sans soulever de questions sur son passé. Emily s'est occupée de la recherche de fonds, créant des profils de médias sociaux remontant à des années, établissant des liens avec des connaissances mutuelles, et même plantant des références positives parmi les gens de mon réseau. Michael se porterait garant du caractère de Daniel sur la base de relations d'affaires entièrement fabriquées. La partie la plus glaçante de leur plan était à quel point ils me comprenaient bien. Ils savaient que j'étais célibataire depuis plus de 2 ans, concentré sur la construction de mon entreprise. Ils savaient que j'étais prudente en matière de rencontres, en particulier avec les hommes qui pourraient être intéressés par mon succès financier plutôt que par moi personnellement. Alors, ils ont créé exactement le genre d'homme en qui j'aurais confiance, quelqu'un qui semblait indifférent à l'argent, qui ne posait jamais de questions personnelles sur mes finances, qui semblait avoir sa propre vie et carrière établie. Ils me connaissaient assez bien pour me manipuler parfaitement. Et je suis tombé dans leur piège les yeux grands ouverts, reconnaissante que ma famille se soucie assez de moi pour me présenter à un homme aussi parfait. Anna, il y a quelqu'un que je pense vraiment que tu devrais rencontrer. Les mots de Michael semblaient assez innocents quand il a appelé cet après-midi de février. Il était à un événement de réseautage, a-t-il expliqué, en train de parler à un consultant qui venait de s'installer dans la région. Un type vraiment intéressant. Éduqué, professionnel. On dirait ton genre. Je me souviens avoir ri. Mon genre? Depuis quand tu joues les entremetteurs? Depuis que j'ai réalisé combien de temps tu passes à travailler et combien peu de temps tu passes à rencontrer de vrais êtres humains, a-t-il répliqué avec ce qui semblait être une véritable préoccupation fraternelle. Allez, juste un café. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Parole célèbre. Daniel Morrison était tout ce que ma famille avait promis et tout ce que je pensais vouloir. Grand, bien habillé sans être tape à accent grave-l'œil, avec le genre de confiance tranquille qui suggérait la compétence plutôt que l'arrogance. Quand Michael nous a présentés dans un petit café de Midtown, la poignée de main de Daniel était ferme, son sourire authentique, son attention entièrement concentrée sur moi plutôt que sur son téléphone ou la pièce autour de nous. Michael me dit que vous êtes dans le conseil financier, a-t-il dit,
s'installant dans sa chaise avec une grâce facile. Ce doit être un travail fascinant, surtout dans ce climat économique. La plupart des hommes, quand ils apprenaient ma carrière, soit devenaient indifférents, soit devenaient immédiatement calculateurs quant à mon potentiel de revenus. Daniel semblait véritablement curieux des défis intellectuels de mon travail, posant des questions réfléchies sur les tendances du marché et les changements réglementaires. Nous avons parlé pendant 2 heures. Il m'a parlé de son cabinet de conseil en ingénierie, de son récent déménagement de Boston, de son adaptation au rythme de vie de New York. Tout semblait naturel, sans effort, confortable d'une manière que les premiers rendez-vous atteignent rarement. Quand Émilie a appelé ce soir-là pour demander comment le café s'était passé, son enthousiasme semblait authentique. « Je savais que tu l'aimerais », a-t-elle dit. « Il a l'air si stable, si différent des gars que tu attires habituellement. » Elle avait raison sur ce point. Daniel était différent. Il n'a pas essayé de m'impressionner avec des restaurants chers ou des gestes tape à accent grave-l'œil. Notre deuxième rendez-vous était une promenade à Central Park, suivie d'une pizza dans un endroit du quartier qu'il prétendait avoir découvert. Notre troisième était un cours de cuisine où il a ri de bon cœur de sa propre incompétence culinaire. Il n'a jamais posé de questions sur mon appartement, n'a jamais suggéré d'activités coûteuses, n'a jamais fait aucune référence à l'argent ou aux différences de style de vie. Quand j'ai proposé de payer le dîner, il a accepté avec grâce sans les problèmes de masculinité bizarres qui affligeaient tant d'hommes. Quand j'ai mentionné le stress au travail, il a écouté sans essayer de résoudre tous mes problèmes. Pendant 3 mois, Daniel a été exactement ce dont je ne savais pas que j'avais manqué. Quelqu'un qui semblait véritablement intéressé à passer du temps avec moi plutôt qu'à m'impressionner ou à extraire quelque chose de moi. Quelqu'un qui appréciait mon intelligence sans être intimidé par mon succès. Emily et Michael ont été incroyablement solidaires tout au long de notre relation naissante. Ils demandaient régulièrement des nouvelles de Daniel, m'encourageaient lorsque j'exprimais des incertitudes normales de début de relation, et l'invitaient même à des réunions de famille où il s'intégrait parfaitement. « Il est si bon pour toi », m'a dit Emily un soir après que Daniel nous ait rejoints pour le dîner. « Tu as l'air plus détendue ces derniers temps. » « Plus heureuse ?» J'étais plus heureuse. Pour la première fois depuis des années, j'étais dans une relation avec quelqu'un qui semblait me valoriser pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec ce que je pouvais fournir. Daniel n'a jamais demandé de faveur, n'a jamais eu besoin d'aide financière, n'a même jamais semblé particulièrement intéressé par mes biens matériels. Il était parfait, absolument parfait, ce qui aurait dû être mon premier indice que quelque chose n'allait pas du tout. En y repensant, je peux voir les signes que j'ai manqués pendant ces 4 mois avec Daniel. Ils n'étaient pas évidents. Il était trop intelligent pour ça, mais ils étaient là. La façon dont il semblait toujours se souvenir exactement où j'avais posé mon téléphone, sa familiarité avec mon emploi du temps, sachant quand je serais en réunion ou travaillerais tard, ses questions désinvoltes sur mes habitudes bancaires déguisées en conversation générale sur la sécurité financière. Mais j'étais heureuse, véritablement, stupidement heureuse d'une manière que je n'avais pas été depuis des années. Daniel semblait être la preuve que de bonnes choses pouvaient arriver aux gens qui travaillaient dur et faisaient des choix intelligents. Il semblait être la validation que je méritais un amour qui n'était pas conditionné par ce que je pouvais fournir. La relation a progressé naturellement, ou du moins elle me semblait naturelle. En mai, Daniel passait plusieurs nuits par semaine à mon appartement. Il avait une clé, son propre tiroir dans ma commode, une brosse à dents dans ma salle de bain. Il connaissait ma routine matinale, mes habitudes du soir, mes préférences du week-end. Il connaissait aussi mes schémas de sécurité, mes comportements en ligne et la séquence exacte que j'utilisais pour déverrouiller mon téléphone. La nuit où tout a changé a commencé comme tant d'autres. Nous avions dîné à la maison, regardé un film, parlé de nos projets pour le week-end. Daniel semblait détendu, affectueux, complètement présent. Quand nous sommes allés nous coucher vers 23 heures, il était exactement l'homme dont j'étais tombée amoureuse depuis des mois. Mais Daniel attendait cette occasion précise. Pendant que je dormais à côté de lui, il a soigneusement mémorisé le schéma de déverrouillage de mon téléphone en observant les mouvements de mon pouce dans le noir. Il a noté quelles applications bancaires j'avais installées, quels comptes de messagerie restaient connectés, quelles questions de sécurité j'avais probablement utilisées en fonction des conversations que nous avions eues. Au cours des 3 semaines suivantes, Daniel a commencé à rassembler systématiquement tout ce dont il avait besoin pour accéder à mes finances. Il avait mentionné avec désinvolture des sujets qui révéleraient les réponses aux questions de sécurité, le nom de mon premier animal de compagnie, l'adresse de ma rue d'enfance, le nom de jeune fille de ma mère. Il observait mes habitudes bancaires,
notant quand je vérifiais mes comptes et comment j'interagissais généralement avec les applications financières. Le rôle d'Emily pendant cette période a été crucial. En tant que ma sœur, elle avait accès à des informations familiales qui complétaient la collecte de renseignements de Daniel, date de naissance, indice sur le numéro de sécurité sociale, détails de l'enfance que les institutions financières utilisent souvent pour la vérification d'identité. Ayant grandi ensemble, Emily avait entendu toutes mes histoires d'enfance et les réponses à mes questions de sécurité lors d'innombrables conversations familiales au fil des ans. Elle a tout fourni, affirmant plus tard qu'elle pensait simplement aider Daniel à planifier des cadeaux surprises et des gestes romantiques. Mais les comptables légistes du FBI démontreraient finalement que les informations qu'elle partageait étaient précisément calibrées pour la fraude financière, et non pour l'achat de cadeaux. La partie la plus sophistiquée de leur opération était la lenteur et la prudence avec lesquelles ils ont agi. Daniel n'a jamais essayé d'accéder à mes comptes directement depuis mon appartement ou mes appareils. Au lieu de cela, il a méticuleusement noté les informations et recréé mon empreinte numérique à partir d'emplacements externes. Fin mai, Daniel avait tout ce dont il avait besoin. Numéro de compte bancaire, détails de carte de crédit, réponses aux questions de sécurité, et même des méthodes de vérification de secours. Il avait créé des profils complets qui lui permettraient de se faire passer pour moi dans presque tous les contextes financiers. Mais il a attendu. Il a attendu jusqu'à ce qu'il soit certain de pouvoir exécuter la fraude rapidement et de disparaître complètement. Il a attendu jusqu'à ce qu'il ait identifié l'approche la plus rentable et planifié sa stratégie de sortie. Il a attendu jusqu'au matin où il savait que je serais en réunion client successive, injoignable pendant plusieurs heures pendant qu'il détruisait systématiquement ma vie financière. Ce matin-là, je l'ai embrassé pour lui dire au revoir et je lui ai dit que je l'aimais. Il a souri, a dit qu'il m'aimait aussi, et m'a souhaité bonne chance pour mes présentations. À l'heure du déjeuner, mes comptes en banque étaient vides, mes cartes de crédit étaient au maximum avec plus de 100 000 $ d'achats frauduleux, et Daniel Morrison avait disparu aussi complètement que s'il n'avait jamais existé. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est arrivé à exactement 11h47 pendant ma présentation au groupe Morrison. Et oui, l'ironie de ce nom ne m'échappe pas maintenant. J'étais en pleine phrase expliquant les projections trimestrielles à une salle remplie de clients potentiels quand mon téléphone a vibré avec une alerte de la banque. Fonds insuffisants pour le paiement automatique de l'hypothèque. J'ai jeté un coup d'œil à la notification et j'ai senti mon estomac se nouer. C'était impossible. J'avais plus de 40 000 $ sur mon compte courant ce matin-là. Je l'ai rapidement écarté comme une erreur de la banque et j'ai continué ma présentation, mais mes mains tremblaient en cliquant sur les diapositives. À la pause déjeuner, j'avais 17 alertes de plus. Frais de découvert, transactions refusées, avertissement de sécurité sur une activité inhabituelle sur le compte. Chaque notification était comme un coup physique. Je me suis excusé pour aller aux toilettes et j'ai appelé ma banque avec des doigts tremblants. Mademoiselle Anderson, nous avons essayé de vous joindre, a dit le représentant après que j'ai fourni mon identification. Il y a eu une activité importante sur vos comptes ce matin. Plus de 60 000 $ en virements et de nombreux achats de grande valeur. La cabine des toilettes semblait tourner. C'est impossible. Je n'ai autorisé aucun virement. Les transactions semblent toutes avoir les codes d'autorisation et la vérification de sécurité appropriés. Vous dites que ce n'est pas vous qui les avez initiés ? Je me suis affaissé contre la porte de la cabine, sentant le sang se retirer de mon visage. J'ai besoin que vous geliez tout maintenant. Tous les comptes, toutes les cartes, tout. Nous pouvons mettre un blocage temporaire, mais vous devrez venir en personne pour déposer un rapport de fraude officiel. Ce qui a suivi a été le plus long après-midi de ma vie. J'ai réussi d'une manière ou d'une autre à terminer ma présentation client en pilote automatique pendant que ma vie financière implosait en temps réel. Toutes les quelques minutes, une autre alerte arrivait sur mon téléphone. Achat d'électronique chez Best Buy, articles de luxe chez Nordstrom, avance de fonds aux distributeurs automatiques de billets à travers la ville. Quelqu'un était en train de vider systématiquement tout ce pour quoi j'avais travaillé 15 ans, et il le faisait avec une précision chirurgicale. Quand j'ai finalement quitté le bureau à 16h30, j'ai d'abord appelé Daniel, directement sur sa messagerie vocale. J'ai essayé son numéro de bureau, déconnecté. J'ai conduit jusqu'à son immeuble et j'ai sonné à son interphone. Pas de réponse. C'est alors que le premier doigt froid de la vraie peur a touché ma colonne vertébrale. Je suis resté dans ma voiture devant l'immeuble de Daniel pendant 30 minutes, appelant et envoyant des textos, ne recevant que le silence en retour.
Le Daniel que j'avais connu pendant 4 mois n'ignorerait jamais mes appels en cas de crise. Il serait la première personne à se précipiter pour aider, à moins que Daniel ne soit la crise. J'ai conduit jusqu'à chez moi dans un état second, mon esprit rejetant ce que mes instincts hurlaient. Quand je suis entré dans mon appartement, j'ai immédiatement remarqué que le tiroir de Daniel était vide. Sa brosse à dents avait disparu. Le double de clés que je lui avais donné était posé sur mon comptoir de cuisine sans mots, sans explication, sans rien. Il avait disparu comme s'il n'avait jamais existé, emportant mes économies avec lui. Mais j'avais encore besoin de croire qu'il y avait une autre explication. Parce qu'accepter la vérité signifiait accepter que l'homme dont j'étais tombée amoureuse était un criminel. Cela signifiait accepter que 4 mois de bonheur avaient été une arnaque élaborée. Cela signifiait accepter que ma famille m'avait présenté à quelqu'un qui allait me détruire. Alors, j'ai appelé Michael et Emily à la place, car ils pourraient sûrement aider à expliquer ce qui était arrivé à leur ami Daniel. Sûrement, ils seraient aussi choqués et inquiets que moi. Leurs réactions m'ont dit tout ce que j'avais besoin de savoir. « Anna, calme-toi » a dit Michael quand je l'ai appelée, hystérique et à peine cohérente. « Qu'est-ce que tu racontes à propos de Daniel ?» Il est parti. J'ai sangloté au téléphone. Tout mon argent a disparu. Quelqu'un a tout volé et Daniel a juste disparu. Michael, j'ai besoin d'aide. Je ne sais pas quoi faire. Il y a eu une pause qui a duré exactement 3 secondes de trop. Je suis sûr qu'il y a une explication, a-t-il dit prudemment. Peut-être qu'il a eu une urgence familiale ou quelque chose comme ça. Urgence familiale, c'est ça? Le genre qui nécessite de vider les comptes en banque de quelqu'un et de disparaître sans laisser de traces. Peux-tu venir? Ai-je demandé. S'il te plaît. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Bien sûr, a dit Michael rapidement. Emily et moi arrivons tout de suite. Emily et moi, pas seulement Michael, tous les deux ensemble comme s'ils attendaient cet appel. Ils sont arrivés en 20 minutes, ce qui était impressionnant étant donné qu'ils vivaient soi-disant dans différentes parties de la ville. Emily portait une boîte de mouchoirs et affichait une expression d'inquiétude si exagérée que cela aurait été comique si je n'avais pas été en plein effondrement. « Oh, ma chérie » a-t-elle dit, me serrant dans une étreinte qui semblait théâtrale. « Raconte-nous exactement ce qui s'est passé. » Alors, je l'ai fait. Je leur ai parlé des alertes de la banque, des transactions non autorisées, des achats frauduleux massifs. Je leur ai montré les relevés sur mon ordinateur portable, la liste interminable de frais que je n'avais jamais autorisés. J'ai expliqué comment Daniel avait complètement disparu, ne laissant aucune trace de son passage dans ma vie. Michael et Emily ont échangé des regards tout au long de mon récit. Des regards rapides et significatifs qu'ils pensaient probablement que j'étais trop bouleversé pour remarquer. Mais je les ai tous vus. C'est terrible, a dit Emily quand j'ai fini. Sa voix était parfaitement modulée, touchant toutes les bonnes notes de choc et de sympathie. Qui pourrait faire une chose pareille? Quelqu'un qui avait accès à toutes mes informations personnelles, ai-je dit, observant attentivement son visage. Quelqu'un qui connaissait mes questions de sécurité, mes habitudes bancaires, mon emploi du temps quotidien. Un autre regard entre mon frère et ma sœur. Celui-ci a duré plus longtemps. Tu penses que Daniel a fait ça, a demandé Michael, et son ton était juste légèrement faux, comme s'il lisait un script qu'il n'avait pas tout à fait mémorisé. Qui d'autre cela aurait-il pu être, ai-je lancé. C'est la seule personne qui avait ce niveau d'accès à ma vie. C'est alors qu'Emily a commis son erreur fatale. Eh bien, dit-elle avec un petit haussement d'épaule, peut-être que ça t'apprendra à ne pas faire confiance aux inconnus si facilement. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Je l'ai regardée, certaine d'avoir mal entendu. Qu'est-ce que tu as dit? Je voulais juste dire. Emily a rapidement fait marche arrière, voyant mon expression. Que tu devrais être plus prudente avec les gens que tu laisses entrer dans ta vie. Emily, ai-je dit lentement. Je viens de te dire que j'ai tout perdu, plus de 100 000 $. Et ta réponse, c'est que c'est de ma faute d'avoir fait confiance à l'homme que tu m'as présenté. Ce n'est pas ce que je voulais dire, a-t-elle protesté. Mais le mal était fait. Michael est intervenu, essayant d'arranger les choses. Anna, Emily est juste bouleversée, nous le sommes tous. Elle ne le pensait pas comme ça. Mais je regardais le visage d'Emily et j'y ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Ce n'était pas de la culpabilité, ni du regret, ni même de l'embarras. C'était de la satisfaction. Pendant un bref instant,
avant qu'elle ne se reprenne, Emily avait l'air satisfaite. Dehors, ai-je dit doucement. Anna, ne sois pas dramatique, a commencé Michael. Dehors, ai-je crié, et ils ont tous les deux reculé comme si je les avais giflés. Vous deux, tout de suite. Ils sont partis, continuant à protester et à s'excuser, mais je n'écoutais plus. Je pensais à l'expression d'Emily, aux réponses soigneusement scriptées de Michael, à la rapidité avec laquelle ils étaient arrivés tous les deux ensemble. Je pensais aux 4 mois où ils avaient encouragé ma relation avec Daniel, posant des questions pointues sur le sérieux de notre relation, célébrant chaque étape comme s'ils étaient véritablement investis dans mon bonheur. Je pensais à la façon dont ils avaient su exactement quoi dire pour me faire entièrement confiance en lui. Cette nuit-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré pour l'argent, pour la trahison, pour la stupidité d'avoir cru que ma famille voulait réellement ce qu'il y avait de mieux pour moi. J'ai pleuré jusqu'à ce que je sois vide, jusqu'à ce que ma gorge soit à vif et que mes yeux soient gonflés et fermés. Mais quand je me suis réveillé le lendemain matin, quelque chose de fondamental avait changé en moi. Le chagrin était toujours là, mais il était enveloppé dans quelque chose de plus dur maintenant, quelque chose qui ressemblait à de l'acier. J'avais passé 32 ans à être la pacificatrice de la famille, celle qui absorbait les problèmes de tout le monde et aplanissait les conflits. J'avais passé toute ma vie d'adulte à essayer d'obtenir l'approbation de gens qui préféraient apparemment me détruire plutôt que de me voir réussir. Cette version d'Anna est morte quelque part dans l'obscurité de cette nuit. La femme qui s'est réveillée le lendemain matin était quelqu'un de complètement différent. Quelqu'un qui comprenait que lorsque votre propre famille vous déclare la guerre, la seule réponse est de gagner de manière décisive. J'avais du travail à faire. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Laissez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. La nouvelle Anna n'a pas perdu de temps en apitoiement ou en vœux pieux. La nouvelle Anna comprenait qu'espérer la justice et l'obtenir réellement étaient deux choses très différentes. À 7 heures du matin, j'étais vêtu de mon tailleur le plus professionnel, armé de tous les documents que je pouvais rassembler et prêt à déclarer la guerre en mon nom. Mon premier arrêt a été la banque, où j'ai passé 3 heures avec leur service de lutte contre la fraude, fournissant des déclarations détaillées sur l'accès de Daniel à mes informations personnelles. L'enquêtrice, une femme au regard perçant nommée Sarah Collins, a pris des notes abondantes pendant que j'expliquais la chronologie de notre relation et la manière systématique dont Daniel avait recueilli mes informations de sécurité. Ce niveau de sophistication suggère une fraude organisée, m'a-t-elle dit. Quelqu'un avec de l'expérience dans les crimes financiers. Nous devrons impliquer les enquêteurs fédéraux. Bien. Je voulais que toutes les personnes ayant le pouvoir de faire mal soient impliquées. Mon deuxième arrêt a été le cabinet d'avocats Rodriguez et Associés, où j'avais fait des recherches sur les avocats les plus agressifs de la ville en matière de criminalité en col blanc. Marcus Rodriguez a écouté mon histoire avec le genre de concentration intense qui justifiait ses $600 de l'heure. Vos frères et sœurs vous ont présenté cet homme, a-t-il demandé, se penchant en arrière dans son fauteuil en cuir. Et ils étaient au courant de son passé en matière de fraude logistique? J'ai fait une pause. Je ne sais pas s'ils connaissaient son casier judiciaire, mais ils savaient définitivement que quelque chose n'allait pas après sa disparition. Leur réaction était, j'ai cherché le mot juste. Répétez. Marcus a pris une note. Nous devrons explorer leur implication potentielle. S'ils ont sciemment participé à un complot pour vous escroquer, ils ne sont pas seulement des témoins. Ce sont des conspirateurs. Le mot m'a frappé comme de l'eau glacée. Conspirateurs. Mes propres frères et sœurs comme des criminels travaillant activement à me détruire. Quel genre de preuves auriez-vous besoin pour prouver la conspiration? Ai-je demandé. Des communications entre eux et Daniel. Des dossiers financiers montrant qu'ils ont bénéficié de la fraude. Des témoignages sur leur comportement avant et après le crime. Il m'a regardé directement. Êtes-vous préparé à la possibilité que les membres de votre famille puissent encourir de lourdes peines de prison si nous prouvons qu'ils étaient impliqués? J'ai pensé au sourire satisfait d'Emily, à l'inquiétude scénarisée de Michael, à une vie entière à être traitée comme une ressource pratique plutôt que comme un être humain. Oui, ai-je dit sans hésitation. J'y suis préparé. Mon troisième arrêt a été le bureau local du FBI à Federal Plaza, où l'agent spécial Jennifer Kim était spécialisée dans les crimes financiers et l'usurpation d'identité. Elle a examiné ma documentation avec une rigueur professionnelle, posant des questions détaillées sur les méthodes de Daniel et les connaissances de mes frères et sœurs sur notre relation. La sophistication de cette opération est préoccupante. M'a-t-elle dit. Monsieur Morrison, si c'est même son vrai nom,
savait exactement quelles informations recueillir et comment les utiliser. Cela suggère soit une expérience approfondie, soit un encadrement interne de la part de quelqu'un familier des techniques de fraude financière. Ou les deux, ai-je suggéré. L'agent qui m'a hoché la tête. Ou les deux. Nous allons commencer par suivre les achats frauduleux et les virements. La plupart des criminels dans ces cas ne sont pas aussi prudents avec la piste de l'argent qu'ils le sont avec le vol initial. Elle avait raison sur ce point. Il s'est avéré que Daniel était peut-être brillant pour manipuler les gens, mais il était étonnamment négligent pour couvrir ses traces une fois qu'il avait accès à mes comptes. Ce soir-là, je me suis assise dans mon appartement avec 3 bloc-notes différents couverts de chronologie, d'informations de contacts et de preuves potentielles. Pour la première fois depuis la découverte de la fraude, j'ai ressenti autre chose que de la dévastation. Je me sentais déterminé. Émilie a appelé vers 20 h, sa voix soigneusement inquiète. « Anna, je me suis inquiété pour toi toute la journée. Comment tiens-tu le coup ? » « Je vais bien, ai-je dit calmement. En fait, je vais mieux que bien. J'ai passé la journée à parler à des enquêteurs sur la fraude, des agents fédéraux et des avocats pénalistes. Tout le monde semble très optimiste quant à la capture de Daniel et à sa poursuite avec la plus grande rigueur de la loi. Il y a eu une longue pause. Des procureurs, Anna, ne penses-tu pas que c'est un peu extrême ? Peut-être devrais-tu simplement travailler avec la compagnie d'assurance et passer à autre chose. Passer à autre chose, c'est ça ? Parce que perdre plus de 100 000 $ à cause d'une fraude criminelle était juste une de ces choses qu'il fallait surmonter rapidement. En fait, Émilie, les enquêteurs fédéraux étaient très intéressés par la façon dont Daniel a accédé à mes informations personnelles. Ils veulent interroger tous ceux qui étaient au courant de notre relation, tous ceux qui l'ont encouragé, tous ceux qui avaient accès aux détails familiaux qui auraient pu l'aider à répondre aux questions de sécurité. Une autre pause. Plus longue cette fois. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire que quiconque a aidé Daniel, sciemment ou non, pourrait potentiellement faire face à des accusations de complicité de fraude fédérale. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Anna, a dit Émilie finalement, et sa voix était différente maintenant, plus petite. Tu ne penses pas clairement. Tu as vécu un traumatisme. Peut-être que tu devrais parler à quelqu'un avant de prendre des décisions irréfléchies. Des décisions irréfléchies comme signaler des crimes graves aux forces de l'ordre au lieu d'absorber tranquillement la perte comme une bonne petite victime. Je pense clairement, Émilie. Pour la première fois depuis des années, en fait. Bonne nuit. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre, puis j'ai immédiatement appelé la ligne directe de l'agent qui mais j'ai laissé un message vocal sur la réaction suspecte d'Émilie à la nouvelle de l'enquête fédérale. Certains pourraient appeler ça de la cruauté. J'appelle ça apprendre de l'expérience. L'enquête a progressé plus vite que je ne l'avais prévu, probablement parce que Daniel avait été spectaculairement négligent pour couvrir ses empreintes électroniques. En 2 semaines, l'agent qui m'a appelé avec des nouvelles qui ont fait trembler ma main de satisfaction. Nous avons retracé les adresses de livraison des achats frauduleux, m'a-t-elle dit. Tout a été envoyé à une boîte postale privée dans le Queens. Enregistré sous un faux nom, mais payé avec une carte de crédit qui remonte à votre frère, Michael. Je me suis assise lourdement sur ma chaise de cuisine. Michael a payé la boîte postale de Daniel. La carte de crédit était enregistrée au nom de Michael Chen. Même adresse que celle indiquée dans vos dossiers familiaux. Nous sommes en train de récupérer les images de surveillance de la boîte postale. Les images, quand je les ai vues 3 jours plus tard, c'était comme regarder ma propre famille commettre des crimes en temps réel. Il y avait Michael, portant une casquette de baseball et des lunettes de soleil comme un espion amateur, récupérant des colis de la boîte aux lettres que Daniel avait utilisées pour mes achats volés. Il y avait Émilie, également déguisée avec un chapeau et des lunettes de soleil surdimensionnées, transportant des sacs d'électronique qui avaient été achetés avec ma carte de crédit. Ils pensaient être malins avec leur déguisement. Ils ressemblaient à des enfants jouant à se déguiser en criminels. Les horodatage correspondent aux dates des achats frauduleux, a expliqué l'agent Kim pendant que nous examinions les images dans son bureau. Votre frère a récupéré les articles le jour même de leur livraison. Votre sœur était avec lui pour au moins 6 visites de récupération distinctes. J'ai regardé l'écran, observant mes frères et sœurs charger la marchandise volée dans la voiture de Michael avec une efficacité désinvolte. Ils ont planifié ça ensemble. Les preuves suggèrent une conspiration coordonnée. Oui, nous avons également localisé Daniel Morrison. Mon cœur a bondi. Vous l'avez trouvé ?
Il est en détention à Philadelphie. Arrêté en train d'essayer de vendre de l'électronique correspondant au numéro de série de vos achats volés. Son ordinateur portable contenait des fichiers détaillés sur vos informations financières, votre contexte familial et vos détails de sécurité personnelle. L'agent Kim a ouvert un autre dossier et m'a montré des captures d'écran imprimées de messages textes. Ce sont des communications entre Morrison et vos frères et sœurs récupérées de son téléphone. J'ai lu les messages avec une horreur et une rage croissante. Michael à Daniel. Elle vérifie son compte en banque tous les matins à 7 heures. Jamais le week-end. Emily à Daniel. Son premier animal de compagnie était un Golden Retriever nommé Buddy. Réponse à la question de sécurité. Daniel à Michael. Prêt à exécuter jeudi. Anna a des réunions successives jusqu'à 14 heures. La voie est libre. Emily à Daniel. Assure-toi que les virements ressemblent à des dépenses professionnelles légitimes. Elle est assez intelligente pour le remarquer si c'est trop évident. Michael à Daniel. La répartition est toujours de 30-30-40. Je veux confirmation avant de procéder. Chaque message était un couteau dans mon cœur. Ils n'étaient pas seulement au courant du plan de Daniel. Ils y avaient activement participé. Ils avaient fourni des informations internes, des conseils techniques et un soutien logistique. Ils l'avaient aidé à chronométrer les attaques et à couvrir ses traces. Ils avaient prévu de se partager mon argent volé entre trois. C'est suffisant pour des accusations de conspiration, ai-je demandé, ma voix plus stable que je ne le sentais. Plus que suffisant. Fraude par virement, conspiration en vue de commettre une fraude, usurpation d'identité, blanchiment d'argent. S'ils sont reconnus coupables de tous les chefs d'accusation, ils risquent une peine de prison importante. L'agent qui m'a fermé le dossier. Nous exécuterons des mandats d'arrêt demain matin. Je voulais que vous le sachiez à l'avance au cas où des membres de la famille essaieraient de vous contacter. Ils ont essayé de me contacter, bien sûr. Michael a appelé ce soir-là, la voix tendue par la panique. Anna, nous devons parler. Il y a des choses sur Daniel que tu ne comprends pas. Vraiment? Ai-je dit d'un ton conversationnel. Comme le fait que tu l'as aidé à voler mon argent, ou comment vous trois prévoyiez de vous partager 100 000 $. Le silence était absolu. Je ne sais pas ce que tu penses savoir, a dit Michael finalement, mais toute sa confiance s'était envolée. Je sais exactement ce que je sais, Michael. J'ai vu les messages textes. J'ai vu les images de surveillance de toi en train de récupérer des colis achetés avec mes cartes de crédit volées. J'ai vu le relevé bancaire montrant que tu as payé la boîte postale de Daniel avec ta propre carte de crédit. Anna, laisse-moi t'expliquer. La seule explication qui compte est celle que tu donneras aux procureurs fédéraux, ai-je dit. En supposant que ton avocat te conseille de coopérer au lieu d'invoquer le 5e amendement. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué son numéro, puis j'ai fait de même pour Emily quand elle a essayé d'appeler 30 secondes plus tard. Ce soir-là, j'ai commandé des plats chinois à emporter et j'ai ouvert une bouteille de vin que je gardais pour une occasion spéciale. Voir mes frères et sœurs se faire arrêter demain était définitivement une occasion spéciale. Le FBI est venu les chercher à 6 heures du matin. Je le sais parce que l'agent qui m'a appelé pour confirmer que l'arrestation s'était déroulée sans incident. Vos deux frères et sœurs sont en détention fédérale, m'a-t-elle dit. Daniel Morrison a accepté de coopérer pleinement en échange d'une peine réduite. Il a fourni des déclarations détaillées sur leur rôle dans la planification et l'exécution de la fraude. J'ai ressenti une satisfaction si profonde et complète qu'elle était presque spirituelle. Pour une fois dans ma vie, les gens qui m'avaient fait du mal faisaient face à de réelles conséquences pour leurs actes. La justice, il s'est avéré, était encore plus douce que je ne l'avais imaginé. On pourrait s'attendre à ce que voir mes frères et sœurs se faire arrêter pour avoir conspiré afin de voler mon argent soit la fin de l'histoire. On pourrait penser que le fait que justice soit rendue m'apporterait la paix et la clôture, me permettant d'avancer dans ma vie. Vous seriez adorablement naïf, car ce qui s'est passé ensuite m'a appris quelque chose de crucial sur la dynamique familiale. Quand certains membres d'une famille se font prendre à faire des choses terribles, le reste de la famille ne se rallie pas à la victime, il se rallie au criminel. La réaction de mes parents à l'arrestation de Michael et Emily a été rapide, prévisible et absolument exaspérante. Les arrestations avaient eu lieu à l'aube, mais les nouvelles voyagent vite dans les familles, surtout quand les gens paniquent. Anna, qu'as-tu fait? A sangloté ma mère au téléphone à 7h30, à peine une heure après l'arrestation. Comment as-tu pu faire arrêter ton propre frère et ta propre sœur?
C'est ta famille. Ils m'ont volé plus de 100 000 $, ai-je dit calmement, bien que ma prise sur le téléphone soit à me blanchir les jointures. Ils ont conspiré avec un criminel pour commettre une fraude fédérale. Ce sont des voleurs, maman. Ce n'est que de l'argent, a-t-elle pleuré. Tu gagneras plus d'argent, mais si Michael et Emily vont en prison, leurs vies sont ruinées pour toujours. Leurs enfants grandiront sans parents. Comment peux-tu vivre avec ça? Seulement de l'argent. 100 000 $ n'était que de l'argent. Mais d'une manière ou d'une autre, la décision de mes frères et sœurs de le voler n'était qu'une erreur que je devais ignorer au nom de l'harmonie familiale. Mon père a été plus direct dans son blâme. Tu as détruit cette famille, m'a-t-il dit quand il a appelé une heure plus tard. Ton frère et ta sœur ont fait de mauvais choix, mais ce que tu as fait est impardonnable. Dénoncer ta propre famille aux autorités. Je ne t'ai pas élevé pour être vindicative. Vindictive? Comme si s'attendre à des conséquences pour des crimes majeurs était une sorte de vengeance mesquine plutôt qu'une responsabilité de base. Ils ont commis des crimes graves, papa. Plusieurs crimes fédéraux. À quoi t'attendais-tu exactement que je fasse? Régler ça en famille? A-t-il lancé. Aller ensemble en thérapie. Mettre en place un plan de paiement. Gérer ça en privé au lieu d'étaler nos affaires devant des étrangers et de détruire l'avenir de tes frères et sœurs. Un plan de paiement pour de l'argent qu'ils avaient déjà dépensé en électronique qu'ils avaient vendu au comptant. De l'argent que je ne reverrai jamais à moins que les procureurs fédéraux ne le récupèrent par la saisie d'actifs. Les appels n'ont cessé de toute la journée. Tante, oncle, cousin, amis de la famille, tout le monde avait une opinion sur ma trahison envers Michael et Emily. Tout le monde semblait croire qu'être apparenté à des criminels était plus important qu'être la victime de leurs crimes. Ma tante Margaret a été particulièrement venimeuse. Tu as toujours été une enfant égoïste, m'a-t-elle dit. Même quand tu étais petite, il fallait que tu sois le centre de l'attention. Maintenant, tu détruis la vie de gens innocents juste pour te venger de leurs problèmes. Des gens innocents. Comme si conspirer pour commettre une fraude fédérale était la même chose qu'avoir des problèmes. Oncle Robert a essayé une approche différente. Anna, je sais que tu es blessée, mais pense aux enfants. Les enfants de Michael, les enfants d'Emily. Ils ne méritent pas d'avoir leurs parents en prison à cause d'un différend familial. Un différend familial. C'est ainsi qu'ils appelaient la fraude criminelle maintenant. Leurs parents auraient dû penser à leurs enfants avant de décider de commettre des crimes fédéraux. Ai-je dit. Tu es sans cœur, a-t-il répondu. Le soir, j'avais reçu 47 appels téléphoniques, 32 messages textes et 68 emails de divers membres de la famille, tous exprimant des variations du même sentiment. J'étais une personne horrible pour tenir mes frères et sœurs responsables du vol de mes économies. Personne ne m'a demandé comment j'allais. Personne n'a exprimé de sympathie pour ce que j'avais traversé. Personne n'a suggéré que peut-être Michael et Emily portaient une certaine responsabilité dans la situation qu'ils avaient créée. J'étais la méchante pour avoir signalé les crimes qui avaient été commis contre moi. Les attaques sur les réseaux sociaux ont commencé cette nuit-là. Les amis d'Emily, des gens que je connaissais depuis des années, ont commencé à publier sur la tragédie de son arrestation. Selon Facebook, Emily était une mère merveilleuse qui était persécutée par un membre de la famille vindicatif qui ne pouvait pas pardonner des erreurs honnêtes. Des erreurs honnêtes comme conspirer pendant des mois pour commettre une usurpation d'identité et une fraude fédérale n'étaient qu'une petite bêtise qui avait mal tourné. Les associés de Michael se sont également ralliés à lui, partageant des publications sur le fait que les querelles familiales ne devraient pas impliquer les forces de l'ordre. Comment des gens qui réussissent comme moi devraient être plus compréhensifs envers ceux qui rencontrent des difficultés financières. Des difficultés financières qu'ils avaient essayé de résoudre en me volant. À la fin de la semaine, j'avais perdu la plupart de ma famille élargie, plusieurs amis de longue date et probablement la moitié de mon cercle social. Des gens que je connaissais depuis des années traversaient la rue pour m'éviter. Des connaissances ont cessé de répondre à mes appels. Même certains de mes contacts professionnels ont commencé à me traiter différemment après que la nouvelle de la situation familiale se soit répandue. J'étais devenu une paria pour avoir fait exactement ce que toute personne rationnelle ferait lorsqu'elle est victime de crimes graves. Mais voici ce que j'ai appris de cette expérience. Quand les gens vous montrent qui ils sont vraiment, croyez-les. Quand ils montrent clairement qu'ils valorisent les criminels plutôt que les victimes, qu'ils privilégient la loyauté familiale à la moralité de base, qu'ils pensent que les liens du sang l'emportent sur la responsabilité, écoutez-les.
Ils vous disent tout ce que vous devez savoir sur le fait qu'ils méritent ou non une place dans votre vie. 6 mois plus tard, je suis assise dans mon appartement, le même appartement qui a déclenché tous ces problèmes en étant trop beau pour que ma famille puisse le tolérer. Et je peux honnêtement dire que perdre la plupart de mes proches a été la meilleure chose qui me soit arrivée depuis des années. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires sur la découverte de la force dans des endroits inattendus. La résolution juridique a été exactement ce à quoi on pouvait s'attendre lorsque le FBI constitue un dossier en béton avec des preuves par message texte, des images de surveillance et un témoin coopératif. Michael et Emily ont tous deux plaidé coupables à des accusations de conspiration plutôt que de risquer un procès. Daniel, fidèle à son accord avec les procureurs, a témoigné contre eux en détail. Michael a écopé de 18 mois dans une prison fédérale. Emily a eu 15 mois. Daniel a eu 2 ans, mais il en purgera la majeure partie en sécurité minimale puisqu'il a pleinement coopéré. Ils sont tous tenus de payer une restitution, cependant. De manière réaliste, je ne récupérerai jamais plus qu'une fraction de ce qu'ils ont volé. Mais voici le truc avec la justice. Parfois, ce n'est pas une question d'argent. L'assurance de la banque et les programmes fédéraux de recouvrement d'actifs ont couvert environ 60% de mes pertes. Pas tout, mais assez pour reconstruire. Plus important encore, voir mes frères et sœurs faire face à de réelles conséquences pour leur choix m'a donné quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant. La connaissance que je valais la peine d'être défendu. J'avais passé 32 ans à accepter que mon rôle dans la famille était d'absorber les problèmes, d'aplanir les conflits et de prioriser les besoins de tout le monde avant mon propre bien-être. On m'avait appris depuis l'enfance que fixer des limites était égoïste, que s'attendre à une responsabilité était déraisonnable, que la loyauté familiale signifiait accepter les abus déguisés en amour. L'affaire de fraude m'a forcé à choisir entre permettre à des criminels d'agir et me protéger. Pour la première fois de ma vie, je me suis choisi. Ce choix m'a coûté des relations avec des gens qui croyaient apparemment qu'être apparenté à quelqu'un était plus important que la décence de base. Il m'a coûté l'illusion que la famille par le sang me soutiendrait automatiquement dans mes pires moments. Il m'a coûté le fantasme que l'amour inconditionnel existait réellement parmi des gens qui avaient passé des décennies à traiter mon succès comme leur compte chèque personnel. Mais il m'a donné quelque chose d'infiniment plus précieux, le respect de moi-même. De nos jours, mon cercle social est plus petit mais infiniment plus sain. J'ai des amis qui célèbrent mes réussites au lieu de les envier. J'ai des collègues qui respectent mes limites au lieu de les tester. J'ai un thérapeute qui m'a aidé à comprendre qu'aimer les gens ne nécessite pas d'accepter leur mauvais traitement. J'ai même une nouvelle relation amoureuse avec quelqu'un que j'ai rencontré au travail. Quelqu'un qui ne savait rien de ma situation familiale ou de mon statut financier lorsque nous avons commencé à sortir ensemble. Quelqu'un qui m'apprécie pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ce que je peux lui fournir. Plus important encore, j'ai la connaissance que je peux survivre à une trahison dévastatrice et en sortir plus forte. Mes parents appellent encore de temps en temps, généralement quand ils veulent que je pardonne et que j'aille de l'avant au nom de l'unité familiale. Ils ne semblent pas comprendre que le pardon n'exige pas de donner aux gens des occasions supplémentaires de vous blesser. Ils ne comprennent certainement pas que l'unité familiale basée sur la complaisance envers un comportement criminel n'est pas réellement de l'unité, c'est de la complicité. Michael et Emily envoient parfois des lettres, généralement autour des vacances ou de leurs anniversaires. Les lettres sont pleines d'apitoiements sur soi et de demandes d'aide financière pour leurs frais de justice. Je les classe dans le même dossier où je garde ma documentation de l'affaire, juste à côté des messages textes où ils planifiaient de voler mon argent. Certains pourraient appeler ça de la dureté. J'appelle ça apprendre de l'expérience, parce que voici ce que j'ai découvert pendant la période la plus sombre de ma vie. Parfois, les personnes qui vous blessent le plus sont celles qui vous ont appris à être fort. Parfois, perdre une famille toxique vous apprend à quoi ressemble le véritable amour. Parfois, être trahi par des gens en qui vous aviez une confiance absolue vous apprend à vous faire confiance plus qu'à quiconque. Et parfois, juste parfois, la justice est exactement aussi bonne que vous l'espériez. Je vis toujours dans le même appartement de Manhattan qui a rendu mes frères et sœurs si envieux qu'ils ont décidé de détruire ma vie plutôt que de construire la leur. Mais maintenant, quand je regarde les comptoirs en marbre, la vue sur la rivière et l'éclairage sur mesure, je ne vois pas un succès matériel qui doit être caché ou minimisé. Je vois la preuve de ce que je peux accomplir lorsque je ne porte pas les problèmes des autres sur mes épaules. Je vois la preuve que je mérite de belles choses, des relations honnêtes et le respect des gens dans ma vie. Surtout, je vois un espace qui m'appartient entièrement. Pas de drame familial autorisé. Pas de conspirateur criminel bienvenu,
pas d'excuse requise pour l'audace de réussir selon mes propres termes. Les menottes se refermant sur les poignets d'Émilie ont peut-être été la fin de sa liberté, mais pour moi, ce fut le début de la mienne.